Bonjour à tous, bienvenue aux 17e rencontres du Numérique Lab qui ont pour sujet ce soir la démarche low-tech, une autre façon d'innover. Donc nous avons le plaisir d'accueillir nos trois intervenants. Donc Laetitia Benedetti qui est actuellement chargée de mission design à la région Île-de-France, Antoine Pintou, designer, et Jocelyn Gerval, qui est effectivement designer également, directeur artistique pour l'agence Skipt. Donc sans plus attendre, je vous laisse vous présenter. Donc Antoine Pintou, designer, je travaille surtout autour des nouvelles technologies et je travaille essentiellement en fait avec des créateurs pour leur permettre d'accéder à ces nouvelles technologies-là. Donc dans une démarche éco-responsable et low-tech quand c'est possible. Voilà, j'ai fait les arts décoratifs de Paris comme Jocelyn et plein d'autres camarades en design objet. Bonsoir, du coup oui, c'est Jocelyn Gerval et je suis chargé, si on peut dire, de direction artistique donc dans l'agence Skipt, qui est une petite agence de design qui est assez jeune, parce qu'on a que 2 ans. Et on a une activité, principalement sur de l'accompagnement, que ce soit sur du privé ou de l'institution publique, voilà, de mise en place de démarches plus écologiques par le design, en ayant une méthode qu'on va dire globale, en étudiant vraiment toute la cartographie d'acteurs, de ressources qui sont liées au projet, voilà, vraiment tisser des liens pour que la solution ressemble le plus possible au territoire dans lequel elle va s'inscrire. Bonsoir, donc je suis Laetitia Benedetti, je suis chargée de mission design à la région Île-de-France. Je travaille plus particulièrement à la direction des politiques économiques régionales. C'est une direction où on a en charge de construire les politiques économiques sur tous les sujets qui permettent l'innovation, l'intelligence artificielle, la santé, l'agroalimentaire, etc. Et le design qui lui est transversal et existe dans tous ces domaines. Voilà, je vous développerai après ce que la région propose pour promouvoir le design. Donc merci. Donc effectivement notre thématique, la démarche low-tech, une autre façon d'innover. Jocelyn, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît, sur la définition de la démarche low-tech, ce que ça inclut? Est-ce qu'il y a une vraie définition? Est-ce que c'est une philosophie? C'est déjà un concept qui est assez large et qui n'a pas justement de définition encore précise. Donc on peut trouver aujourd'hui dans le discours collectif depuis quand même peu d'années. Enfin, on va avoir par exemple le Low-Tech Lab de Corentin Châtel-Perron qui va travailler sur certaines questions du low-tech. Ça fait 20 ans que par exemple cette personne parcourt le monde pour mutualiser justement des démarches low-tech, des techniques low-tech à travers le monde et voir aujourd'hui comment on peut les infuser dans nos sociétés. On va aussi avoir des ingénieurs comme Philippe Biwix qui ont écrit sur le sujet, voilà, pour on va dire prendre un autre axe que l'évolution techniciste qui nous est proposée aujourd'hui par les high-tech, mais on n'a pas d'association, on n'a pas d'entité qui va venir déposer un label ou un cahier des charges de ce qui est low-tech ou non. Donc on va dire que pour l'instant c'est surtout un positionnement critique par rapport à high-tech. Et en fait pour bien les comprendre, il faut surtout discerner en fait par rapport à quoi ça s'oppose, à quoi ça se confronte. Donc au-delà des high-tech, ça va être principalement ça c'est plus mon avis personnel, mais je sais qu'il est partagé par la plupart des gens quand même qui s'inscrivent dans cette démarche-là. Plus au niveau des smart tech ou des green tech, donc soit les solutions technologistes, on va dire, je sais pas si c'est un mot si je me trompe, qui sont censées répondre justement aux enjeux environnementaux et climatiques qui sont en cours aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que on va dire qu'il y a 2 limites planétaires auxquelles le système de production et de consommation se confronte. À la fois un problème d'absorption de la planète de ce système-là, donc c'est-à-dire que toutes les émissions de gaz à effet de serre, la disparition de la biodiversité, l'acidité des sols, etc. Et puis le deuxième, c'est la limite des ressources par rapport à une croissance exponentielle. Donc de tous les matériaux, les métaux, les minerais qui sont nécessaires à la création de ces produits. Et du coup, pour pallier à ces 2 enjeux majeurs, on a les green tech et les smart tech qui nous proposent une sortie par le haut
on va dire, à cette crise à venir, en nous proposant des solutions bas carbone, en nous proposant, comme par exemple la voiture électrique, la LED, donc se déplacer sans avoir d'émissions carbone. Après, ça peut être des nanobiotechnologies, des biomatériaux, ça peut être des bâtiments énergie positive, ça peut aussi, comment dire, voilà, ça peut aussi être dans les smart cities, des objets connectés, c'est-à-dire qu'on va avoir des bâtiments connectés, on va optimiser nos systèmes de consommation, on va fluidifier, etc., nos activités. Sauf qu'on va dire que ces solutions-là s'inscrivent toujours dans le même système dans lequel nous sommes actuellement. Donc c'est un peu régler nos problèmes avec dans les pots qu'ils ont créés d'une certaine manière. Parce que dans un premier temps, le numérique, même si on pourrait penser que c'est dématérialisé ou désindustrialisé, en tout cas c'est un mythe qu'on voudrait nous faire croire. Internet, il faut des grosses infrastructures pour que ça marche, il faut des câbles souterrains, il faut des câbles sous-marins, il faut des satellites, des data centers, il faut des antennes relais, tout un tas de trucs qui a besoin d'être développés. Deuxièmement, comme on en a parlé, il y a toute une dynamique extractiviste, donc il y a de plus en plus besoin d'énergie pour extraire des métaux, des minéraux. Donc en plus, on avait tout un tas plus rares les moins que les autres. Donc vous avez le palladium, l'indium, le lithium, l'or, l'argent, vous avez tout un tas de trucs. Et un troisième truc, c'est aussi l'énergie utile, qui en fait, donc l'énergie qu'on utilise, qui est nécessaire à l'utilisation d'Internet. Donc faut savoir que pour l'utilisation d'Internet de manière globale, 40% de l'énergie c'est du charbon, 20% c'est du gaz, et ensuite vous avez un mix nucléaire. Donc ça fait quand même 60% d'énergie fossile pour une utilisation d'Internet qui est quand même à 80% de la vidéo, de la donnée vidéo, et dans ces 80%, à 10% c'est Netflix par exemple. Donc ça veut dire qu'il faut déjà voir qu'il y a un paradoxe entre les besoins et notre utilisation d'Internet par rapport au coût énergétique que ça impose. Et ensuite, du coup, vous avez encore des problèmes par rapport à ces solutions high-tech, au-delà du système qui est déjà en place. Vous avez des problèmes de recyclage, par exemple, parce que excusez-moi, parce que les métaux qui sont des métaux rares sont durs à recycler, parce que les alliages sont devenus tellement complexes qu'il y a des effets de downcycling, donc ça veut dire que c'est extrêmement compliqué de les récupérer, de les éclater, d'en refaire, de les réemployer derrière, parce que souvent, c'est utilisé en très petite quantité. Dans les écrans d'actifs, vous avez de l'indium, par exemple, qui permet de faire la connectivité entre vos doigts et le réseau de neutrons qui est à l'intérieur. Et ça, par exemple, c'est en tellement petite quantité qu'on ne pourra jamais récupérer. Donc ça, c'est de la matière première qui disparaît pour toujours. Et cet effet de downcycling, ce qui fait que du coup, ça se fait soit dans les pays du Nord, mais ça coûte très très cher, mais souvent, en fait, ça se fait de façon très anarchique dans le Sud, dans les pays du Sud, et que ça impose tous des problèmes environnementaux et sociaux. Parce que pillage, parce que plein de trucs. Et en fait, que cette dynamique extractiviste-là, on peut le voir déjà, pose d'autres problèmes, parce que on va délocaliser ces zones-là, parce que par exemple, il faut savoir que l'Europe veut devenir la deuxième puissance, enfin pas la deuxième puissance, mais le deuxième producteur de batteries au lithium dans le monde, derrière la Chine. Par exemple, l'Allemagne, c'est 3% dans ses terres, 3% des ressources de lithium. Mais pourtant, on va aller quand même essayer on va avoir beaucoup plus de convoitises sur le lithium serbe. Alors que la Serbie a beaucoup moins que de lithium de l'Europe, donc on voit déjà qu'on les délocalise, qu'il y a une forme d'hypocrisie déjà qui se dessine par rapport à toute cette dynamique extractiviste qui existe déjà, hein, mais qui va s'aggraver. Et puis ensuite vous avez plein d'inerties rebond en fait à toutes ces technologies-là, c'est-à-dire que par exemple la LED, vu qu'on a l'impression de moins consommer, et ben en fait on va surconsommer. C'est pour ça que, là, par exemple, vous avez la gare du Nord, vous allez avoir 100 écrans qui vont passer la même chose en même temps. On ne comprend pas trop pourquoi, parce qu'on a l'impression qu'on gagne sur la facture, du coup, on réemploie autre part, finalement, cet argent gagné. Et puis, vous avez plein d'autres problèmes, en fait, qui sont liés, du coup, à ces solutions technicistes et progressistes et même protectivistes, en cas du système en place. Du coup, par opposition à ça, il y a une démarche qu'on appelle low-tech. Et low-tech, du coup, se place en confrontation à ça. Et on va viser, justement, dans une optique de durabilité, déjà à questionner nos besoins, tout d'abord, et ensuite à développer des solutions qui sont vraiment faiblement technologisées. C'est-à-dire à savoir déjà techno-conscients, on va dire.
voir où sont nos vrais besoins, où sont nos besoins qui sont plus superflus. Par exemple, un IRM en état de fonctionnement, c'est 70 logements européens. Bon, ça consomme énormément. Est-ce qu'on va toucher à ça? Peut-être pas. Mais c'est déjà se poser la question des besoins. Peut-être qu'en fait, dans d'autres secteurs de la santé, on va pouvoir gagner. Et comme ça, on va pouvoir peut-être, à minima, gagner, on va dire, gagner sur le coût énergétique, que ce soit l'énergie grise, c'est relative à la production ou relative à l'utilisation, en minimiser les ressources besoins et augmenter la capacité de recyclage, etc. Et je sais peut-être qu'Antoine, tu vas avoir plus d'exemples sur justement la capacité à durer, sur justement techniquement comment le low-tech peut s'incarner. Tu as bien posé tous les problèmes de l'échappement vers le haut. Et donc, si on veut être dans une démarche low-tech, en fait, on a plusieurs valeurs à défendre, à mon avis, qui vont nous permettre de mettre en place cette démarche. Donc, pour moi, ça passe par la décentralisation surtout et la relocalisation en fait dans des communautés de ces démarches et de la connaissance et de pouvoir donner accès beaucoup plus facilement et d'utiliser les ressources locales quoi. Donc vraiment cette idée de décentraliser et d'utiliser des choses plus locales pour réduire les coûts de transport et les coûts d'extraction, etc. Pour moi, il y a une valeur aussi qui est très importante, c'est l'open source, c'est l'ouverture en fait des données de design et de conception pour qu'elles soient le plus reproductibles possible, puis que n'importe qui puisse s'en emparer, l'améliorer et le partager. Aujourd'hui, on fonctionne dans des systèmes qui sont en fait très propriétaires. Par exemple, si on prend les voitures Tesla, on se dit peut-être en fait c'est une bonne idée, c'est une voiture électrique. Sauf qu'en fait, ça emploie des composants qui sont tellement particuliers et tellement dessinés pour cette voiture en particulier qu'il est très difficile de s'approvisionner et qu'il y a aujourd'hui un seul constructeur qui les fait, et c'est évidemment Tesla. Donc pour moi l'ouverture ça permet de pallier à ces choses-là et de pas mettre dans une seule main en fait les solutions. Donc si on construit un four solaire par exemple qu'on a sourcé d'un design open source et qu'on a une pièce qui devient plus disponible ou qui casse, on peut tout à fait aller la remplacer localement ou alors carrément développer une nouvelle solution pour la remplacer. Et donc ces solutions qu'on ouvre et qu'on offre en open source, pour moi, elles doivent être évidemment viables d'un point de vue environnemental. Donc ça, c'est effectivement réfléchir à chaque matériau qu'on met et sourcer ces matériaux localement et à réduire les high-tech à mettre à l'intérieur. C'est en fait c'est une certaine sobriété en fait. Donc est-ce qu'on a besoin de Netflix? Donc ça. En fait, il faut se poser ces questions-là un peu sur toutes nos utilisations. Comment est-ce qu'on se chauffe? Est-ce qu'on a vraiment besoin de chauffer son logement en permanence? Est-ce que est-ce qu'on mettrait pas un pull plutôt sur nous? C'est des questions de sobriété en fait qu'il faut se poser et auxquelles il faut apporter des solutions. Et ce n'est pas que mettre un col roulé à l'Assemblée nationale. Et donc pour moi, ces designs qu'on ouvre et qu'on partage, ils doivent être réparables, ils doivent être accessibles et vulgarisés. Donc en fait, c'est mettre en place des démarches locales qui vont expliquer simplement et qui vont documenter tous ces designs qu'on met en œuvre pour que tout à chacun on puisse s'en emparer et faire durer le plus possible la matière qu'on utilise. Un vêtement aujourd'hui qui recoue ses chaussettes et qui reprise ses pantalons, il n'y a pas grand monde et pourtant c'est des choses qu'on faisait à l'époque quand on n'avait pas une usine, l'usine du monde en Chine ou en Inde qui fabriquait nos vêtements pour nous quoi. Bah ouais, parce que mais si on peut rajouter peut-être aussi quelque chose, en tout cas qui va dans ce que Antoine dit, en tout cas pour compléter ce que vient de dire Antoine, c'est que c'est avant tout une démarche même au-delà des techniques ou technologiques, c'est aussi surtout une démarche qui est avant tout systémique. C'est-à-dire qu'elle va pas remettre en cause que une conception d'objets, mais aussi tous les modèles économiques, organisationnels, sociétaux, socio-culturels en fait qui sont autour de ça et qui vont permettre juste
justement de rentrer dans cette démarche locale et de retrouver un ancrage territorial qui est beaucoup plus fort, parce que développer la proximité, développer en fait des réseaux d'acteurs locaux. Donc la coopération locale, sachant que si on y réfléchit un petit peu, pour redonner une autre fois mon avis, enfin la coopération, elle peut marcher que à un niveau local, parce que qu'est-ce que coopérer, c'est quoi finalement? C'est de prendre les mêmes, c'est impliqué à la fois dans l'effort et dans les risques de manière égale, et que ça on peut le faire si on s'engage à tout perdre ou tout gagner tous ensemble en même temps, et qu'on voit bien à des échelles beaucoup plus grandes, à des échelles internationales, etc. Souvent la coopération marche très peu parce qu'il y a toujours plus à perdre pour quelqu'un, etc. Parce que les enjeux sont beaucoup plus gros, parce que ça emmène des grosses complexités à chaque fois pour chacun, et donc finalement il y en a toujours un qui se barre, ou puis il y en a un autre qui va faire de l'œil à l'autre, etc. Donc c'est vraiment de retrouver l'autonomie et l'indépendance et retrouver du savoir-faire au sein des territoires. Du coup, après, ça peut s'appuyer sur plein de choses, sur l'artisanat local. Du coup, ça va être les Fab Labs, ça va être les réseaux de makers, ça va être aussi les ateliers de réparation partagés. Du coup, ça va être aussi les recycleries, les ressourceries, etc. Après, ça va être aussi lié au travail vraiment des entrepreneurs. Donc, ça veut dire vraiment s'engager dans la coopération peut-être avec d'autres entrepreneurs, ou alors voir comment on peut ancrer son entreprise dans le territoire. Je pense à une conserverie bretonne qui s'appelle Océane Alimentation, qui elle a fait aussi le pari d'accepter la baisse de performance, d'accepter la baisse de rendement. Mais en fait, elle est venue créer un autre système, c'est-à-dire que déjà elle travaille que sur de la pêche locale quotidienne. Donc en fait, elle fait tous les jours en fonction de ce qui arrive. Elle est dans un atelier qui est beaucoup moins mécanisé, mais en fait cette démécanisation en fait de leur conserverie fait qu'il y a une hausse du niveau du savoir-faire des salariés, parce qu'en fait ils passent un peu partout à plusieurs postes, etc. Et en fait, ils ont aussi créé à côté un restaurant, ils ont créé plein de trucs, et en fait ils ont créé au sein de leur propre structure, ils ont créé une holding en fait locale, et ce qui permet en fait de générer vraiment une économie circulaire rien qu'avec leur propre entreprise, de recréer de l'emploi, etc. Donc c'est pas forcément que technologique, parce qu'on peut pas dire qu'une conserverie de poissons ça soit l'endroit où on va trouver le plus de high-tech, etc. Mais en tout cas, c'est aussi repenser l'organisation, repenser son développement, repenser la croissance surtout, parce qu'on peut pas penser en fait la démarche low-tech dans une perspective de croissance infinie, avec des limites de ressources infinies, etc. C'est pas possible. Il faut déjà accepter qu'on va peut-être baisser un peu nos attentes, revoir nos attentes un peu à la baisse. Je sais pas si... Très bien. Alors c'est vrai que sur Internet, quand on regarde un petit peu les définitions et qu'on se renseigne sur le low-tech, on voit effectivement 3 grandes notions que tu as déjà expliquées, Jocelyn, qui sont l'utilité, l'accessibilité et la durabilité. Et c'est vrai que effectivement, à chaque fois, tout à l'heure on parlait d'open source et ça fait partie aussi des grandes valeurs, en tout cas de la démarche low-tech. Et donc par rapport à cette démarche, effectivement, Jocelyn, est-ce que tu pourrais nous éclairer sur des exemples, sur des outils par exemple, et des initiatives qui existent, ou des choses qui ont été des services qui ont été développés par exemple par Skipt, par votre agence? Peut-être avant de commencer par Skip, si on peut donner des exemples de choses qui existent. Il y a une entreprise néerlandaise qui s'appelle Fairphone. Je pense que vous connaissez. Alors c'est pas forcément ce qu'il y a de plus low-tech. De toute façon, comme il n'y a pas de label, on peut pas dire si c'est low-tech ou ça l'est pas. Mais en tout cas, c'est toujours plus low-tech qu'un iPhone. Et du coup, un Fairphone, c'est un smartphone en fait qui est modulaire. Donc en fait, qui est déjà dans une approche de la technologie qui est déjà plus accessible, parce qu'on peut déjà ouvrir son téléphone sans le casser, déjà savoir ce qu'il y a dedans, et en fait on peut le réparer aussi soi-même. Toutes les ressources tous les matériaux nécessaires à sa production sont très sourcés, même au niveau des métaux. Après c'est ce qu'ils disent, il faudrait vraiment aller chercher en profondeur de ce qui est vraiment fait, etc. Mais en tout cas, c'est déjà des initiatives déjà à ce genre de niveau qui sont faites. Après il y a plein de petits exemples. Je connais un boulanger qui s'appelle Néoloco. Lui, il cuit son pain dans un four à miroir solaire, et ça marche très bien. Il y a beaucoup d'initiatives qui existent. Pour revenir sur le Low-Tech Lab, par exemple, ils ont beaucoup d'antennes. En France, dont une dans le 92. Donc déjà, si on a des questions, eux, ils sont vraiment inscrits dans l'aider justement ce genre de démarche à se déployer.
Donc il y a plein d'initiatives comme ça. Je sais pas si toi, Antoine, tu en as d'autres peut-être. Plutôt côté partage de l'information et communauté. Je sais qu'en France, il y a Framasoft qui est donc un acteur du logiciel libre très présent et qui a plein d'initiatives en fait de décentralisation des services informatiques. Donc en fait, tout ce qui est Google, Facebook, Twitter, etc. Eux vont proposer des alternatives qui peuvent être hébergées de manière responsable par des acteurs locaux ou donc on les appelle les chatons. C'est des associations locales d'hébergeurs qui sont qui proposent leurs services et leur expertise donc pour vous faire un mail hébergé localement, pour vous faire un système de fichiers, de partage de fichiers local. Et pour moi, ce n'est que des outils qui vont en fait permettre de fédérer des gens autour de leur localité et de permettre de rencontrer aussi les gens qui sont impliqués. Et donc de partager aussi tout ce qui va être initiative d'entrepreneuriat low-tech. Très bien, merci. Et du coup, côté Skipt, vous avez développé effectivement certains projets qui sont vraiment dans cette démarche. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, Jocelyn ? Oui, alors c'est toujours il y a toujours un petit peu de low-tech dans ce qu'on fait, donc je sais pas si c'est complètement low-tech ou pas, je sais pas s'il y a des images ou pas, du coup si je peux les montrer avec images, peut-être plus simple. Ça c'est un des premiers projets vraiment qu'on a fait. En fait, ça se passe à la ville de Cabriès, donc c'est pas très loin d'Aix-en-Provence, c'est même juste à côté. Et le bâtiment qu'on voit derrière, c'est leur bâtiment des associations. Et en fait, c'est tout un espace où ils ont voulu recréer un espace social où les gens peuvent s'asseoir, etc. Tous les parents en attendant leurs enfants après les activités, les machins. Et en fait, c'est une structure, du coup, c'est vraiment une pergola d'ombrage, vraiment juste pour que ce soit un espace où on peut s'asseoir, un espace de détente pour la ville, etc. devant cette association. Et en fait, ça peut être low-tech déjà sur 2 points. On a posé au centre de cette structure, en fait, un module de permaculture. Donc la permaculture, déjà, ça peut rentrer dans une démarche low-tech, parce que ça va avec tout un tas de techniques en fait agricoles qui prônent des choses moins intensives, etc. avec moins d'intrants. Mais surtout en fait pour son apport d'eau, on a utilisé une technique qui est plutôt low-tech, qu'on ne connaît pas nous qui l'avons inventée. On l'a repris de techniques qui existent déjà. Et en fait, on suspend un filet polypropylène. Donc il y a une forme de plastique pour le coup, parce que c'est là on peut voir à quel point on peut venir chercher des choses et en fait comment on peut les replacer. Mais le polypropylène par exemple, ça se recycle pas très bien, c'est un peu de la cochonnerie en vrai. Mais si on l'utilise déjà d'une autre manière, c'est-à-dire que si on le met pas déjà dans un processus de renouvellement constant, déjà en fait on peut en tirer des choses, etc. Et du coup ce filet polypropylène vient en fait capter l'humidité de l'air et surtout le matin au niveau de la rosée et vient déverser par gouttes l'eau dans une oya qui est un pot en terre cuite microporeux et qui permet de diffuser selon le besoin des plantes à l'intérieur du module de permaculture l'eau nécessaire à leur hydratation et à leurs besoins. Donc ça c'est sur un premier point et c'est une technique par exemple qui a été utilisée, là vous voyez l'image, par un architecte qui s'appelle Arturo Vittori, donc qui a créé ce qu'il appelle des workout towers. Donc en fait c'est toute une tour de récupération d'eau et qui a permis en fait à certaines localités, alors je sais plus dans quel pays, je sais qu'il a travaillé dans beaucoup de pays exactement, donc là je ne saurais pas dire dans quel pays c'est, mais a permis à des localités de devenir très indépendantes justement par rapport à leur rapport en eau grâce à ces tours. Et là on retrouve justement toutes ces dimensions d'autonomie du territoire et de résilience. Et aussi tous les bancs de cette structure, on les a fabriqués en récupérant tout simplement des déchets de tuiles qu'on trouve dans la région, parce qu'en fait la plupart des toits sont faits en tuiles comme ça dans le sud. Et en fait c'est une matière première qu'on trouvait absolument partout et qu'on peut trouver même chez les particuliers, etc. Et en fait on a récupéré plein de tuiles pour en fait faire tous les bancs de l'installation. Et ce qui est bien, sur quoi on était vraiment content nous à la fin, c'est que la mairie a décidé après ça d'utiliser cette technique-là pour venir irriguer tout ce qui était en termes, toutes leurs infrastructures vertes, etc. dans la ville, donc tous les petits parcs, tout ce qu'on peut trouver sur
comment ça s'appelle, sur les terre-pleins, etc. Et d'utiliser ça au lieu d'utiliser un arrosoir, etc. Pas un arrosoir, bien sûr, enfin, les techniques traditionnelles, on va dire, d'irrigation. Et je pense que c'est un peu tout ce qu'il y a à dire sur ce projet. Donc là, on est low-tech parce que vous avez recherché la ressource locale pour répondre à un besoin premier de la collectivité, qui était effectivement de rendre ce lieu plus accessible également à sa population et de se le réapproprier. C'est bien ça. Et vous avez cherché l'histoire aussi de ce lieu, puisqu'il me semble que effectivement vous avez conçu votre projet en fonction aussi oui, c'est vrai. de ruines qu'il y avait sur ce site. Tu connais mieux le projet que moi, en fait. Oui, en fait, on aime bien aussi faire un peu on aime bien travailler autour du patrimoine perdu, et c'est vrai qu'on s'est inspiré pour la forme, en fait, des traces qu'avait laissées l'ancienne villa gallo-romaine sur le site. Et en fait, on est revenu régénérer cette forme-là, déjà pour que les habitants puissent déjà pas se reconnecter, mais en tout cas faire revivre un peu ce patrimoine qui n'existait plus. Et du coup, pour revenir sur pourquoi on est low-tech, donc premièrement oui, parce qu'on a fait attention on s'est focalisé sur la ressource disponible, on ne l'a pas fait venir d'ailleurs. Deuxièmement, parce qu'il y a une technologie qui est à l'intérieur et low-tech. Enfin, en tout cas, c'est plus elle n'était pas forcément nécessaire par rapport aux besoins de la ville, mais en tout cas, on a voulu en faire un module de démonstration qui permettait de montrer cette initiative-là. Et finalement, on est content que ça ait marché, que ça ait eu un impact au niveau de la municipalité. Et on est aussi low-tech parce que justement, ça a permis, parce qu'il y avait une grande peur, une grande crainte de la municipalité à l'époque, c'était que les jeunes qui s'ennuient en fait dans le village, à partir de souvent quand il y a quelque chose de nouveau, ils le dégradent. Ils avaient vraiment peur que ce soit un endroit qui soit vite dégradé. Et en fait, ils se sont complètement appropriés le lieu, ils l'ont absolument pas dégradé, mais c'est aussi justement ce que cette démarche low-tech, en se focalisant vraiment sur le territoire, en venant créer des choses plus simples, plus accessibles, et ben en fait on peut se l'approprier beaucoup mieux. Parce que normalement, quand on veut faire du BTP comme ça, la mairie va appeler Vinci, puis ils vont choisir le plan A, le plan B, le plan C, et puis ils vont couler du béton, et c'est quelque chose de très impersonnel. Alors que là, comme c'est quelque chose qui n'existe que chez eux, qui est vraiment dans une petite échelle, ça a permis, à mon avis, aussi aux gens de Cabriès de se l'approprier. Et pour revenir aussi sur le point des technologies accessibles, c'est que par exemple le filet polypropylène, c'est beaucoup plus facile même si on comprend pas forcément tout ce qui se passe dans le filet pour qu'il capte l'air, etc. On n'est pas obligé de puiser dans la complexité, mais c'est beaucoup plus empirique. Donc on comprend bien mieux en fait qu'est-ce qui vient irriguer le pot que en fait tout le système complexe de réseau d'eau en fait qui va lui permettre un arrosoir automatique de fonctionner. Finalement, là, on a une prise directe finalement avec ce qui se passe. Ça permet aussi de réimplanter aussi une forme d'imaginaire, je trouve, dans ce genre de localité-là. Très bien, merci. Je crois qu'on a une question déjà dans le public. Merci. Des gabions comme ceux que vous avez montrés, d'habitude, il y a des cailloux à l'intérieur. Quel est l'intérêt des tuiles par rapport à ça ? C'est juste parce que vous les avez trouvés sur place ou il y a une raison autre ? Alors des gabions, on les avait pas on les avait vides. On les avait pas avec du gravat dedans. On a travaillé avec une société qui s'appelle comment ça s'appelle, Jean ? Baptiste, t'en souviens ? Mais en tout cas, on n'a pas vidé les gabions pour remplacer les tuiles, pour mettre des tuiles à l'intérieur. L'idée, c'était effectivement de partir de ressources locales dans une démarche low-tech pour effectivement derrière remplir effectivement les gabions par la tuile. Mais ça aurait pu être un autre matériau. Et autre question par rapport à ce que vous avez dit avant sur l'exemple de la société néerlandaise, dont j'ai oublié le nom, mais il y a Faune dedans, je sais. Oui, Faune. Pour moi, c'est un exemple de high-tech et de recyclage, etc. Mais est-ce que vous pourriez, les uns ou les autres, redéfinir la low-tech ? Parce que je suis un peu perdu. Alors, c'est justement... on va reprendre Fairphone, peut-être, pour expliquer la low-tech, du coup, comme tu as peut-être précis. Peut-être que Antoine, tu veux... Après, moi, j'ai un peu de mal à dire que Fairphone, c'est de la low-tech. C'est peut-être une démarche qui est un peu plus responsable et éthique que les autres constructeurs de téléphones. Mais pour moi, ils sont pas forcément dans la réduction. C'est-à-dire que quand Fairphone va proposer un téléphone, ils proposent des pièces de remplacement et ils ouvrent au maximum le design de ces pièces
Malheureusement, en fait, le constructeur des puces vraiment qui est soudé sur les circuits imprimés qui constituent le téléphone reste quand même assez fermé et contrôlé par les constructeurs. Donc en fait, ils peuvent pas aller jusqu'au bout de leur démarche d'ouverture et de réparabilité. Donc en fait, on reste quand même dépendant de leur entreprise pour pouvoir réparer le téléphone. Après, leur démarche elle s'inscrit quand même dans une démarche low-tech dans le fait que ils proposent de manière accessible et transparente des pièces de remplacement, contrairement par exemple à Apple qui nécessite qu'on passe à travers 30 cerceaux avant d'arriver à la pièce de remplacement qui va permettre de rendre son téléphone de nouveau fonctionnel. On a un autre exemple, il me semble aussi, de démarche low-tech et plus locale, puisqu'ici, effectivement, à Anguin, il y a un projet avec la médiathèque que vous développez. Oui, c'est ça. C'est un bon exemple aussi pour bien comprendre la démarche low-tech que vous avez mis en place. Alors ça, c'est une démarche low-tech, mais en fait, qui est vraiment plus une démarche de recyclage pour le coup. Et alors, du coup, ça, c'est la médiathèque d'Anguin-les-Bains. Et en fait, la médiathèque d'Anguin-les-Bains, qui est en fait à l'entrée une sorte de grande nef, et en fait qui crée beaucoup de résonance en fait au niveau de la salle de lecture qui est en haut. Et donc ce problème, ils n'avaient pas de solution en fait tout de suite à ce problème d'isolation acoustique. Il fallait passer par les schémas, on va dire assez classiques. Et ils étaient un peu diminués par rapport à ça. C'était pas forcément les budgets, etc. Enfin, c'est tout un ensemble de choses. Et du coup, nous on leur a proposé d'étudier un peu leur cas, d'étudier un peu la situation. Et finalement, vu que dans leur sous-sol, ils avaient vraiment une très grande charge de pilons de papier, donc tout le papier qui était destiné à la benne, on leur a proposé de leur développer un matériau papier pour leur faire leur panneau d'isolation acoustique. Donc nous, on a récupéré la matière première et en fait après en atelier, nous on travaille sur déjà un revêtement papier. C'est après on travaille aussi avec une base de colle de poudre de riz, etc. Vraiment pour qu'il y ait le moins d'intrants possible parce que c'est compliqué après de faire. Par exemple, on essaie de faire de la mousse de papier au départ aussi. Mais c'est compliqué de faire de la mousse de papier sans intrants chimiques ou de la boîte de cellulose, etc. C'est un peu complexe. Du coup, on a un peu lâché en fait l'histoire de la mousse. Finalement, en fait, on fait le revêtement papier d'abord, qui est une sorte de plaque en fait de papier rigide. Du coup, on passe par tout un système de moule. En fait, on fait une plaque. Enfin bref, c'est assez long à expliquer. Et ensuite, on utilise juste un tissu. Qu'on bourre en fait de papier qu'on a broyé de la médiathèque. En fait, on fait des coussins d'isolation acoustique avec ça, donc on est vraiment au plus simple possible. Et en fait, on mixe les deux pour ensuite les suspendre de cette manière en fait dans la médiathèque et pour pouvoir répondre aux problèmes acoustiques du lieu. Donc c'est vraiment ce qu'il y a de plus circulaire possible sur ce genre de projet-là. On va vraiment prendre ce qu'il y a là et puis on va essayer de le valoriser pour répondre à une situation qui est donnée. Et pour revenir sur votre question, pour le faire fun, comme je disais, et comme l'a bien montré aussi Antoine, c'est que c'est pas du tout le meilleur exemple pour illustrer la low-tech, mais en tout cas c'est dans ce qu'il y a de high-tech ce qui pourrait peut-être convenir le plus à cette démarche-là, et qu'en fait c'est pas, comme je le disais au début, c'est pas forcément contraire au low-tech, le low-tech c'est pas forcément un contraire de la high-tech, c'est plus voir comment on peut se débarrasser parfois de la low-tech ou repenser aussi notre rapport à la high-tech. Par exemple, la NASA dans les années 70 ont dépensé énormément d'argent pour créer un stylo à billes qui fonctionne du coup sans gravité. Parce que ça marchait pas, et si le stylo à billes ça ne marche pas si vous êtes en apesanteur, parce que l'encre ne tombe pas dans la bille. Du coup, ils ont dépensé énormément d'argent en fait dans la mise au point d'un stylo à billes qui marche avec une sous pression, etc. Et en fait, les soviétiques ont répondu à ce problème-là en utilisant des crayons à papier. Donc en fait, c'est aussi ce rapport-là, en fait, dans la low-tech. Donc pour vraiment reprendre un nouveau rapport avec notre technologie, où on est moins dans un imaginaire progressif qui est un peu falsifié. On est toujours dans une sorte d'opacité, d'innovation technologique, on n'a pas forcément besoin. Par exemple, la dernière fois, j'ai vu qu'il y a des bikinis connectés qui étaient sortis, qui nous alarment par application quand on doit mettre de la crème solaire, et même parfois peuvent alarmer votre conjoint ou votre conjointe sur quand est-ce que vous devez me remettre de la crème solaire. Est-ce que ça, c'est un véritable besoin? Sachant que moi, j'en porterai pas à la Réunion parce que les requins, ils sont très attirés par les ondes électromagnétiques et j'aimerais pas trop que ça m'arrive du coup. Donc, c'est surtout, voilà, par rapport à de la high-tech, on va dire la low-tech, c'est vraiment
une position critique par rapport à la high-tech et aux fuites possibles qu'elle peut engendrer pour venir mettre de la diversité au sein du schéma de production actuel. Parce qu'en fait, même vous voyez dans la nature, plus une biodiversité est complexe, plus elle est résiliente par rapport à ce qui peut arriver d'extérieur. Par exemple, une monoculture, on peut le voir avec la forêt de Montmorency en ce moment, qui est en train de mourir. Une monoculture, c'est extrêmement fragile. Ça vit 200 ans et puis ça meurt, parce que de toute façon, parce que vous avez tous les gens du 95 qui viennent la fouler le week-end, et en fait, ça met plein de choses et c'est très fragile. Là, elle est en train de mourir, il n'y en aura plus dans 10 ans. Mais par contre, plus un système est complexe, plus il est résilient, plus il est fort. Et en fait, la low-tech, c'est de faire rentrer ces dynamiques-là au sein de la société, je crois, du système de production et de consommation. Très bien. Laetitia, où est-ce qu'on peut trouver des ressources pour être aidé à entrer dans cette démarche, par exemple donc la région Île-de-France a mis en place une plateforme qui s'appelle le Hub du Design. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors d'abord, je souligne à nouveau le fait que vous êtes tous les deux designers, parce qu'on parle d'innovation responsable de cette démarche low-tech, mais en tout cas, vous avez invité des designers à en parler. Et c'est quand même, c'est pas un détail, parce qu'il pourrait y avoir des ingénieurs, enfin d'autres formations. Et pourquoi je souligne ce point, puisque vous, designers, vous avez ces compétences en fait pour guider l'innovation dans ce sens-là. C'est, je pense, quelque chose qui ne se sait pas suffisamment, en tout cas. Les entreprises, alors même si aujourd'hui tout le monde utilise le terme design, pareil, on a passé du temps à définir la low-tech, mais on pourrait passer du temps à parler du design. Alors, nous, on est convaincus que le design vraiment favorise l'innovation et permet d'innover de façon intelligente, durable, et responsable. Et on porte ce message auprès des entreprises, toutes les entreprises qui sont accompagnées par la région Île-de-France. Et on a mis en place une plateforme, le Hub du Design, pour justement, alors une fois que la pédagogie du pourquoi avoir recours au design et travailler avec des designers, une fois que cette pédagogie a marché, on accompagne encore plus loin l'entreprise en l'aidant à trouver le designer, l'agence de design, pour ensuite passer à l'action. Et cette plateforme, c'est sa fonction, c'est-à-dire qu'elle met en relation les entreprises et les designers. C'est sa fonction première, parce qu'après, il y a d'autres rubriques sur le Hub du Design, mais en tout cas, c'est celle-là, c'est de poster des projets d'entreprise qui sont confidentiels. En tout cas, on respecte les aspects confidentiels des projets. Il peut y avoir des dépôts de brevets en cours. Tout n'est pas divulgable au moment où c'est mis sur le Hub. C'est confidentiel aussi, puisque l'idée, c'est que les designers se portent candidats sur la plateforme. Tous les designers peuvent s'inscrire sur cette plateforme, créer un profil, le mettre à jour autant de fois qu'ils veulent. Et puis, quand il y a une offre qui les intéresse, ils candidatent sur la base de leur profil et puis ils font une lettre de motivation. En fait, ils expliquent en quoi ils sont capables de répondre aux besoins de l'entreprise. Et toutes les candidatures sont transmises à l'entreprise, sauf celles qui sont manifestement inappropriées. Et après, le suivi, l'étape d'après, c'est un peu du sur-mesure, parce que il y a des entreprises qui vont être tout à fait autonomes dans la démarche de rencontrer les designers, d'exprimer leurs besoins, de qualifier leurs besoins, ensuite de recevoir des devis, de les comprendre, etc. Et puis il y en a d'autres entreprises pour qui c'est moins évident, et donc au cas par cas, on les aide le plus loin possible. À avancer dans cette démarche sans être partie prenante. C'est un service qui est gratuit et la région ne prend pas part ensuite à la relation contractuelle qui va se mettre en place ou pas. Donc c'est la fonction première du Hub du Design, la mise en relation entreprise-designer. Et puis ensuite, sur cette plateforme, il y a des offres d'emploi, de stages, il y a l'actualité du design en Île-de-France, en France, à l'international. Il y a des rubriques témoignages aussi, toujours dans ce but de faire de la pédagogie sur le design.
Et il y a aussi une rubrique sur les financements, puisque dans matière d'outils, justement, qu'est-ce qui peut aider aussi à rentrer dans cette démarche? J'allais te le demander s'il existait effectivement des aides financières aux entreprises pour faire appel justement à ces designers et les aider à innover. Tout à fait. Alors, il n'y a pas d'aide dédiée au design. En fait, les outils financiers de la région Île-de-France permettent en fait de financer des dépenses de design, de financer des prestations de designers. On a une gamme qui s'appelle la gamme Up avec InnovUp, TPUp, PMUp, Relance, qui sont des aides qui sont assez conséquentes. Pour TPUp, ça va jusqu'à 55 000 €. InnovUp, c'est 500 000. Ça peut aller encore plus avec une avance remboursable. PMUp, c'est 250 000 €. Et ça peut être doublé dans certains cas. Enfin, voilà. Et les dépenses de design sont éligibles. Donc, quand une entreprise veut justement réduire son impact environnemental, améliorer justement l'impact sociétal, quand elle veut revoir son circuit de production, baisser sa consommation d'énergie, quand elle cherche à diversifier son activité et le faire justement dans la low-tech, toutes ces aides, après, il faut aller sur le site de la région ou sur le site du Hub qui référence toutes les aides, et vous n'avez plus qu'à cliquer sur les liens pour voir dans quelle catégorie ensuite l'entreprise rentre et avancer dans les démarches. Mais en tout cas, les financements existent. Voilà. Donc, aussi bien pour les entreprises que les designers aussi peuvent se faire le porte-parole de ça, parce que ça aide considérablement l'entreprise à prendre la décision de travailler avec un designer pour le sujet dont on parle aujourd'hui. Voilà. Et ensuite, effectivement, il y a les chambres consulaires, par exemple, qui peuvent accompagner les entreprises dans leur démarche de transition énergétique. Voilà, et l'ADEME, enfin, il y a des dispositifs de l'État aussi qui existent pour aider les entreprises dans cette démarche. On avait évoqué également, quand on a préparé la table ronde, certaines ressources et certaines associations aussi qui étaient dans cette démarche et qui accompagnaient les entreprises, les collectivités, d'autres associations et des associations de citoyens aussi, éco-responsables, etc. On avait évoqué Make Sense, on avait évoqué également l'association Latitude, le Low Tech Lab, tu en as parlé tout à l'heure, Jocelyn. Antoine, tu me parlais de l'Atelier 21. Oui, tout à fait. Donc moi, je suis plutôt impliqué dans une association, donc Atelier 21, qui mène plein d'actions autour de l'énergie, de la transition énergétique, en tout cas pour l'accélérer. Et donc eux, ils ont vraiment une démarche de vulgarisation et d'explication des phénomènes énergétiques. Donc ça passe par plusieurs projets, donc le Solar Sound System, Regenbox, et leur démarche de paléo-énergétique, où en fait ils vont aller chercher des brevets qui ont comme sujet l'énergie et qui ont été déposés et qui ont expiré maintenant et qui ont été déposés dans un cadre où on n'était pas forcément dans des besoins énergétiques tels qu'on l'est maintenant. Et donc ils les remettent au goût du jour et ils essayent, ils mènent des actions dans les collectivités, dans les institutions, aussi auprès de grands acteurs, de grandes sociétés qui ont ce genre de besoins. Et donc ils leur proposent aussi des solutions qui sont personnalisées en fonction de leur situation. Donc par exemple, je sais qu'ils ont fait une étude dans des bureaux de conception, par exemple, où ils avaient des problèmes de chauffage, ils n'arrivaient pas à chauffer leurs locaux, et en fait ils ont trouvé des solutions basées sur les ordinateurs qui tournent et qui font tourner les logiciels de conception et qui sont obligés d'évacuer la chaleur qui est générée par les processeurs. Et donc tout bêtement, en fait, ils leur ont proposé d'acheter des tissus genre métis recyclés pour aller isoler les bureaux et conserver la chaleur qui est produite par les ordinateurs pour chauffer les jambes de leurs employés. Donc c'est des petites missions de consultation, c'est des petites choses comme ça, mais ça permet de vraiment montrer par où passe l'énergie et qu'est-ce qui est énergétique ou pas. Et donc vraiment leur démarche est de visualiser ça. Donc par exemple le Solar Sound System, donc c'est là vraiment sur la démarche de la fête. En fait ils interviennent pour des événements où ils passent de la musique. Donc le Solar Sound System, c'est un espèce de vélo qui contient des batteries et des platines pour mixer, des enceintes, de la lumière
et des panneaux solaires et des vélos qui permettent pendant l'événement de recharger les batteries pour alimenter le système son et les platines. Et donc ils ont plein de systèmes pour visualiser vraiment l'effort qu'on met dans le vélo et donc quantifier l'énergie qu'on met. Et donc en fait quand on pédale et qu'on produit 100 watts, on visualise tout de suite l'effort que c'est en fait. Donc quelqu'un comme moi qui fait un petit peu de vélo, je suis capable de faire pendant 10 minutes 100 watts sans problème. Je peux monter à 200 watts, mais je peux pas tenir 200 watts. Donc en fait, c'est très c'est une expérience vraiment directe de ce que c'est que l'énergie. Et ça permet de sensibiliser sur voilà, en fait quand on a une plaque chauffante, qu'on fait bouillir son eau pour des pâtes, on sait que c'est 1500 watts ou par là, et on se remet l'expérience qu'on a eue sur le vélo et on se dit ok, peut-être que là il y a des réductions à faire, ou comment est-ce que je peux réduire ça. On se rend compte que 1500 watts c'est beaucoup pas, par exemple. Donc voilà, et donc l'Atelier 21 propose leurs prestations, et donc ils vont dans les associations à Paris et partout dans le monde pour proposer leurs solutions et démontrer ce que c'est que l'énergie. Et effectivement, il y a aussi de plus en plus d'écoles, on en a parlé, Laetitia, qui effectivement incorporaient donc les démarches développement durable dans leur formation. Tu avais quelques exemples à nous donner, il me semble, au niveau des différentes écoles. Oui, tout à fait. Déjà, souligner que cette tendance d'innovation responsable, elle est quand même inhérente, en formation de designer. Ce serait intéressant d'ailleurs que vous expliquiez pourquoi. On n'en avait pas parlé avant, mais pourquoi vous, designers, vous êtes capable d'amener les entreprises dans ce sens-là. Mais voilà, c'est inhérent, c'est le designer est capable en tout cas, créer sous la contrainte notamment, et ça fait partie des contraintes d'avoir une innovation plus durable, plus responsable. Donc c'était déjà, je pense, très présent dans les formations des écoles de design. Mais aujourd'hui, elle crée des formations plus spécifiques avec effectivement des thématiques très, très marquées sur le développement durable, l'écologie, le biomimétisme. Il y a des écoles une école tout récemment créée, c'est CY École de Design, qui dépend de CY Tech, qui elle a sa baseline qui est de la matière à la décision et qui vraiment explique bien justement que c'est une globalité en fait. Oui, il faut faire attention à ce qu'on crée comme produits et services, etc. Mais il faut aussi prendre les bonnes décisions. Il y a le campus Fonderie de l'Image qui crée un master de design graphique, social et éthique. Il y a aussi tout ce qui est, ça peut vous paraître un peu éloigné, mais tout ce qui est design de politique publique, où justement, parce que les politiques impulsent énormément aussi, créent il y a aussi, tout ce qui est réglementaire, la loi qui vient contraindre fortement et obliger les entreprises à aller dans ce sens-là. Et le design de politique publique qui prend de plus en plus de place. Nous explique un peu comment fabriquer des politiques qui tiennent compte de nos ressources. À la base, on est parti du souci de l'expérience utilisateur, etc. Donc se dire plutôt, mais en fait, de quoi ont besoin les citoyens avant d'inverser la démarche, de partir du bas avant de voter quoi que ce soit, et ça aussi ça change pas mal la donne, je pense. Il y a une formation qui s'appelle Design Action Publique qui place des designers dans les collectivités justement, qui vont réfléchir à des sujets. À la région on en accueille, et un des sujets qui a été traité, c'était comment favoriser la transition écologique des entreprises. Donc c'est un sujet hyper vaste, les étudiants sont pas là pendant très longtemps, c'est des formations courtes et intenses, mais nous, ça nous permet d'avoir un regard nouveau, d'avoir des gens qui ont un peu de hauteur, qui vont pas être trop imprégnés des contraintes de l'administration ou de la politique, et qui du coup vont un peu
bousculé notre façon de voir les choses. Voilà. Après, l'ENSAD a créé une chaire aussi sur ce sujet avec une grande marque française. Il y a l'école Boulle, je crois aussi, qui a fait bosser ses étudiants de première année sur comment faire en sorte d'avoir les mêmes effets qu'un réfrigérateur, mais sans électricité. Enfin, voilà. Et puis j'ai vu passer des tonnes de projets sur. J'ai des exemples qui me viennent. Une innovation d'un designer qui s'appelle Maxime Louis Coursier, ou je crois oui Coursier, c'est ça, qui a créé un humidificateur et un climatiseur qui sont en fait qui ont ces fonctionnalités uniquement par les matériaux qui ont été choisis. Il n'y a absolument pas d'électricité utilisée là-dedans. Enfin, voilà, il y a plein d'initiatives. Je pense que les écoles aujourd'hui appuient fortement sur ce sujet parce que voilà, il y a une nécessité, que la crise sanitaire a accéléré considérablement les choses aussi. Voilà. Donc c'était inhérent, et de plus en plus il va y avoir des diplômes étiquetés low-tech, innovation responsable. Je sais notamment qu'à l'ENSAD, enfin en tout cas en design objet, maintenant il n'y a pas un projet qui se réfléchit pas sous l'angle éco-responsable, et notamment leur relation avec les nouvelles technologies. Donc là par exemple en 4e année, il y a eu un rendu de très haute qualité qui a été fait par des étudiants sur les usages du métavers dans plusieurs cas de figure, et donc notamment il y avait un cas de figure low tech, donc comment est-ce qu'on intègre les métavers aussi dans le low tech, et donc voilà, c'est vraiment des questionnements qui sont très présents et qui aujourd'hui sont incontournables et indispensable. D'ailleurs, juste pour l'ENSAD, puisque c'est l'école dont vous venez tous les deux, il y a un article récent dans la presse où justement le directeur Emmanuel Tiblou explique que c'est un peu la responsabilité des designers maintenant d'inverser en fait la tendance, et avant on faisait un peu tout pour la surconsommation, donner envie aux consommateurs d'acheter, de consommer, et maintenant vous êtes en charge, pas que vous, mais de l'inverse, c'est une lourde responsabilité, mais a priori, c'est bien engagé. Très bien. Et donc, quand on est une entreprise, effectivement, à votre avis, est-ce que c'est compatible d'être dans une démarche low-tech quand on a des objectifs de croissance, d'augmentation de chiffres, de développement? Est-ce qu'on peut entreprendre de manière vertueuse? Vous pouvez entreprendre de manière vertueuse que dans une démarche low-tech. On se l'est dit tout à l'heure, mais c'est pas possible dans la croissance infinie. Non, il faut savoir un moment où vous avez atteint votre stabilité économique, sachant que vous êtes dans une société à taille humaine. Cette stabilité économique de Google, c'est pas viable sur nos principes là sur lesquels on est en train de discuter, mais c'est de savoir avoir une activité avec une taille qui est petite, moyenne, qui est inscrite sur son territoire, et puis savoir arrêter son développement. Comme par exemple, quand je parlais de la conserverie tout à l'heure, ça va être peut-être autre chose. Si je suis une marque de vêtements, peut-être que je vais soit travailler avec un atelier de recyclage, ou peut-être que je vais créer moi-même à côté une recyclerie aux vêtements, parce que je vais valoriser des choses par rapport à mes déchets, peut-être que je vais commencer à mutualiser des activités. Mais non, la croissance dans tous les cas exponentielle et infinie n'est pas compatible avec de toute façon n'importe quel cercle vertueux, et deuxièmement pas avec la low-tech. Donc il faut savoir s'arrêter un moment. Et il me semble, Laetitia, que tu avais quelques exemples aussi d'entreprises qui étaient dans cette démarche, qui se développaient et qui avaient trouvé son marché. Oui, j'ai un exemple que j'affectionne particulièrement, que je suis depuis longtemps, qui s'appelle Pierre Plume, qui sont des panneaux acoustiques qui sont faits en textile recyclé. Ça a été mis au point par une agence de designers, l'agence Prémis & Co. Voilà, et qui, c'était un pari, honnêtement, je me souviens très bien du démarrage du projet où tout était à faire, et c'était il y a quelques années. Donc il y a aussi cette question du bon timing, de trouver des entreprises qui y croient, qui ont envie d'investir là-dedans, et aujourd'hui ça a l'air de décoller. Donc c'était un exemple, une success story.
Très bien, merci. Avez-vous des questions au niveau de la salle ? Alors, on passe le micro. Est-ce qu'il y a une relation entre la low-tech et ce que les Indiens appellent jugad ? Je m'attendais un peu à ce mot-là dans votre bouche aux uns et aux autres. Alors, je ne suis pas familier avec le terme, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça recoupe ? C'est moi qui fais l'explication. C'est une façon de produire mieux avec moins. C'est la version indienne de ce que les Français appelleraient le système D. Il y a quelques exemples assez bien documentés sur des choses qui consomment de l'énergie comme YouTube. Mais non, ça n'a pas de lien pour vous. Enfin, ça vous dit rien. Mais si, moi, ça m'a l'air d'en avoir. Après, j'ai pas de regard parce que je connais pas du coup je connais pas les productions liées à cette technique-là, en tout cas, liées à ce terme-là dont vous venez de citer, mais en tout cas, ça a l'air. Le système D fait partie, de toute façon, une très grande part de la low-tech, enfin, même ce que nous on fait finalement avec la médiathèque, ça c'est comme du système D. Après, nous on fait de la recherche en atelier, etc. On essaie de créer un produit qui soit viable et puis aux normes pour être installé dans un espace public, etc. Mais en soi, ça reste du système D quand même. Donc, il n'y a pas beaucoup de différence avec ce dont vous êtes en train de parler. Donc non, c'est complètement relatif à ça. Merci. Très bien, je vous remercie. On va clôturer effectivement donc cette soirée et cette table ronde. Un grand merci à nos 3 intervenants et simplement pour vous donner aussi les prochaines dates, puisque nous aurons les prochaines rencontres du Numérique Lab qui auront lieu le mardi 7 février à 19h, ici même au Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Et donc vous aurez également la possibilité de réécouter en podcast cette table ronde. On la diffusera bientôt sur les réseaux sociaux et via le site internet du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Donc je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Merci. Merci.